Merci tout d'abord d'être venus aussi nombreux. Alors, je vais vous présenter rapidement la situation que vous connaissez peut-être sans doute pour la plupart. Donc, Palestine Amitié a été créée en 2010 et aujourd'hui compte plus de 170 adhérents et de nombreux sympathisants. Alors, les objectifs de l'association, c'est déjà faire connaître le problème palestinien à travers des conférences, comme par exemple ce soir avec Sarah Katz, que nous remercions sincèrement et que Max va présenter tout à l'heure. Mais ça peut être aussi des projections débats, des témoignages de Palestiniens, de la formation et de l'information à la demande. On peut aller faire de la formation auprès de groupes, on l'a fait auprès de syndicats, voilà, différents endroits. Également, un deuxième objectif, c'est le soutien à l'économie palestinienne. Comme vous pouvez le voir sur la table de vente, on vend différents produits palestiniens tels que l'huile d'olive, les dattes, le za'atar, la céramique et d'autres produits. Il y a aussi, on fait une grosse vente au marché solidaire de Noël. Parmi ces actions au niveau économique, il y a une action importante qui s'appelle des milliers d'oliviers pour la paix. Comme vous le savez, malheureusement, les Israël arrachent très régulièrement les oliviers de la population palestinienne, voire détruisent leurs terres, volent leurs terres, etc. Et donc, en collaboration aussi avec l'association Une paix juste au Proche-Orient, une association de Dole, donc on organise des parrainages d'oliviers. Vous pouvez donc acheter un olivier pour 10 €. Et donc, ce sont des oliviers qui sont cultivés, bien sûr, en Palestine, mais donc qui sont financés par la France et qui permettent à des agriculteurs de pouvoir replanter des oliviers. Et également, on finance des tanks à eau, puisqu'ils ont besoin d'eau, la construction de réservoirs, du compost pour développer l'agriculture biologique et depuis peu également des arbres fruitiers. Voilà, donc n'hésitez pas, il y a des bulletins de parrainage sur la table de vente de Palestine Amitié. Et d'adhésion. Et puis d'adhésion également, des bulletins d'adhésion, bien sûr. 12 € pour l'année. Et enfin, un troisième objectif, c'est vraiment de tisser des liens d'amitié et d'échange avec la Palestine. Alors bien sûr, en y allant, quand c'est possible, par un voyage solidaire. Mais malheureusement, depuis plusieurs années, vous en doutez, on ne peut pas y aller. Mais là, c'est vraiment un moment fort pour ceux qui peuvent y participer. Et il y a eu également des échanges de jeunes, des jeunes palestiniens qui sont venus à Besançon et des Byzantins qui sont allés aussi en Palestine. Voilà. Et puis bien sûr le soutien à Gaza depuis le 7 octobre. On a organisé différents événements, dont celui de ce soir. Et puis bien sûr il y a toujours les manifestations 2 fois par mois, donc le 1er et le 3e samedi du mois à 14 h, place du 8 septembre. Maintenant, ça sera toujours comme ça. Il n'y a plus la manifestation à Planoise. Ça sera vraiment les 2 premiers, 3e samedi à 14 h, place du 8 septembre. Et puis, bien sûr, à chaque événement, on organise une collecte de fonds pour Gaza. Donc, ce soir également, il y aura une petite boîte à la fin de la soirée. Je vous remercie. Oui, peut-être je pouvais vous dire aussi à la manif du 1er mai, Palestine Amitié sera présent. Donc, si vous voulez vous joindre au groupe, il y aura un rendez-vous à 10 h 30 vers la statue Victor Hugo pour se grouper. Il y aura des banderoles, voilà. Bonne soirée à vous. Je laisse la parole à Max. Merci Béatrice. Bien, je vais essayer d'être court. Sarah Katz, pour beaucoup de Byzantins, sensibles à la défense de la cause palestinienne, n'est pas une inconnue. En diverses occasions, ces dernières années, ils ont eu le plaisir et l'avantage de l'écouter et de débattre avec elle de son sujet de prédilection, à savoir Gaza, où elle a passé au total plus de 2 ans, dont un séjour ininterrompu de 1 an et demi. Elle, la juive, qui ne cachait pas ses origines
et sans que cela ne provoque le moindre problème. De ces mois passés parmi la population gazaoui, Sarah garde un souvenir lumineux, dont elle ne manquera pas de vous faire part. C'était il y a une dizaine d'années, en tout cas, bien avant les événements abominables que nous connaissons aujourd'hui, enfin depuis le 7 octobre 2023. Sarah, notre invitée ce soir, a toujours été à la pointe du combat dans la défense des Palestiniens, et plus précisément des Gazaouis. Son engagement est constant. Elle a même participé physiquement à l'aventure solidaire de la flottille qui, en 2018, tentait de briser le blocus de l'enclave. L'arraisonnement des bateaux était prévisible, mais le retentissement médiatique obtenu avait la saveur du succès. Sarah est membre de l'UJFP, Union juive française pour la paix. Ça tombe bien, car cette petite organisation a dans son ADN l'antisionisme et donc la solidarité concrète avec les Palestiniens. Je pourrais encore gloser longtemps sur la personne que je suis chargé de présenter, mais il est temps de lui passer la parole. Vous avez tout loisir ensuite de lui poser des questions et de réagir à ses propos. Un dernier mot pour remercier Radio Bip, qui était déjà à l'œuvre il y a un mois lors de la venue de Raphaël Portella. Très facilement, vous pourrez écouter ou réécouter ces conférences sur le site de Bip. Et un petit salut également à Saï, qui est également ici ce soir et qui enregistre la conférence. Voilà. Sur son Saï CV, c'est ça? Non, TV. D'accord. Comme télévision. Ok, merci, ça y est. D'accord, voilà. Et maintenant, je passe la parole à Sarah, que vous attendez tous, évidemment. Bonjour à tous. Merci d'être là, si nombreux. Alors, je vais commencer par parler assise. D'habitude, je suis toujours debout, mais là, comme je veux vous montrer des petites choses diverses, c'est plus facile pour commander l'ordinateur. Et pour commencer, eh bien, je vais vous montrer ceci. Voilà, ça, c'est Gaza. Et ce n'est pas Gaza. Ça, c'est Gaza, c'est ce que subissent les Gazaouis. Mais en réalité, Gaza, c'est un bout de terre extrêmement vivant dans lequel il reste, malgré tout ce que vous avez vu, tout ce que vous voyez là devant vos yeux, il reste plus de 2 millions de personnes. Et c'est ce qui essaye d'être effacé aujourd'hui. Vous avez remarqué, on parle de temps en temps de plan de paix, on parle de ceci, de cela. Les seuls dont on n'entend jamais parler, ce sont les Gazaouis. Et pourtant, ils sont là et il n'y aura pas de paix possible, il n'y aura pas de solution sans la population pour laquelle on prétend parler de solution et de paix. Pour comprendre cela, je vais tirer un fil tout au long de la conférence qui va être celui de la culture de la terre. Tout le monde sait, je crois, même ceux qui veulent se cacher les yeux, que la défense de la terre, c'est l'ADN des Palestiniens. C'est leur terre. Ils le disent tout le temps. Et ils le pensent profondément. Et puis, ils ont appris par leurs grands-parents, maintenant, souvent, ce que c'est que de fermer la maison en pensant qu'on reviendra dans 3 semaines. Et 30 ans après, on a la clé toute rouillée au fond de la poche. Donc, ils savent ce que c'est que défendre la terre. Mais défendre la terre, c'est pas une idée abstraite. Et la terre que l'on défend, elle doit être la terre que l'on cultive. Quand on cultive la terre, on la défend. Si on l'abandonne, si on la laisse en friche, alors l'occupant a déjà en partie gagné. C'est ce fil-là que je vais vous montrer au cours des, je dirais en gros 10 dernières années, parce qu'on ne comprend pas la situation invraisemblable dans laquelle on est. On est soi-disant en cessez-le-feu, mais on meurt à Gaza. Les bombes continuent à tomber. Il y a un très poignant écrit de du responsable de l'équipe UJFP à Gaza, qui explique tranquillement, on continue de mourir, sauf que le timing n'est pas le même. Maintenant, on meurt la nuit. Et le matin, les survivants enterrent, et puis ils passent leur journée en se demandant qui va y passer la nuit suivante. Donc ce faux cessez-le-feu, ces fausses solutions, ces plans de paix écrits
par celui qui a attaqué. C'est quand même un peu curieux, mais ratifié par le monde. Enfin, par ceux qui ont les manettes de commandement sur le monde. Ça, on ne peut finalement le comprendre que si on revient un tout petit peu en arrière sur ce qui s'est passé en Palestine et ce qui s'est passé à Gaza. Alors, je vais m'appuyer sur un PowerPoint qui est là. Sauf qu'on va commencer par le début. Donc voilà, en gros, hein, les images qu'on a actuellement de Gaza, c'est cela. Je vais vous montrer maintenant une vidéo qu'on a écrite, l'Union juive française pour la paix, pour essayer de raconter qui on est et ce que l'on fait. Alors ça va être en quelques minutes et une partie de la conférence va redésosser de ce que vous aurez vu là. On a un peu un problème de son, on improvise. Gaza est un des fragments de la Palestine, une petite bande de terre de 360 km² de l'autre côté de notre Méditerranée. Gaza est une société normale, dans une situation totalement anormale. Une cage à ciel fermé, sous blocus triple, aérien, terrestre et maritime, depuis de nombreuses années. اليوم وبعد كل ما مررنا به في غزة أصبح من الضروري أن نقول الحقيقة بصوت واضح. هذه الحرب لم تكن مجرد رد عابر أو حدث مفاجئ، بل هي امتدادات لسياسة طويلة ورؤية استعمارية هدفها السيطرة على أرضنا وثرواتنا وقرارنا. منذ سنوات ونحن نسمع عن حقول الغاز في بحر غزة وعن موقع هذه الأرض الذي لا يشبه أي مكان آخر. شعبنا يرى أن ما يحصل ليس مجرد حرب، بل محاولة لفرض واقع جديد، واقع تسلب فيه الموارد وتفرغ فيه الأرض من سكانها الأصليين. À partir de 2016, une forme de coopération, épaule contre épaule, se développe, avec d'un côté l'Union juive française pour la paix et de l'autre des agriculteurs de la région des villages de Kouzaha et Abassan au sud-est de la bande de Gaza. Les agriculteurs débattent, énoncent leurs besoins et l'UJFP se charge de collecter les fonds, de les envoyer et de populariser les actions réalisées. Dès le départ, tout ce travail est coordonné à Gaza par Abou Amir, Moutassem et Lewa, représentants gazaouis de l'UJFP. À partir d'octobre 2023, un génocide d'une ampleur inimaginable se déchaîne. Les Gazaouis doivent quitter leur lieu de vie. Tout ce qui avait été réalisé a été pulvérisé. Mais la qualité des liens humains qui existaient a tenu bon. Une organisation collective de la résistance se met en place pour permettre de tracer un avenir juste pour Gaza. En novembre 2023, en concertation avec Abou Amir, l'UJFP lance une grande collecte, Urgence, guerre à Gaza, pour soutenir ces nouvelles formes de faire société contre le génocide dans la zone centrale de la bande de Gaza où les réfugiés ont afflué. أصعب أيام الحرب وفي الوقت الذي كان الخوف يحيط بالناس من كل اتجاه كنا نعمل نحن فريق العمل الإنساني في UJFP لنكون قريبين من هم بحاجة إلينا مهما كانت الظروف. أكبر تحدي واجهناه هو الوصول إلى الناس. الطرق كانت خطرة، القصف لا يتوقف والمناطق تتغير حالتها الأمنية خلال دقائق، ورغم ذلك كنا نتحرك بحذر ونعمل بكل ما نستطيع. La cohésion sociale durable de la société gazaoui a permis de trouver, d'inventer des mécanismes d'adaptation, de nouvelles formes d'organisation pour faire société. Un lien qui aide toutes les familles à surmonter les difficultés quotidiennes. Chassés de chez eux par les bombardements, déplacés sans cesse. Collectivement, les Gazaouis dressent des tentes, creusent des sanitaires, désinfectent les camps, instituent des repas collectifs réguliers, distribuent des vêtements. أحيانا كنا نصل إلى منطقة ومعنا موارد محدودة ونعرف أن الجميع بحاجة ماسة إلى هذه الموارد
وهذا كان أصعب شعور لدينا. أما ورشات الدعم النفسي فكانت تحديا مختلفا. الناس كانوا يعيشون صدمات متتالية والخوف سيطر على الأطفال والكبار. La vie ne s'est pas arrêtée. Les liens sociaux ne se sont pas écroulés. كان علينا أن نستمع، أن نهدئ، أن نكون موجودين رغم أننا نحن أيضا نعيش نفس الظروف. وأيضا في الوقت الذي كانت فيه الأراضي تدمر والموارد تختفي حاولنا الحفاظ على مستوى صمود المزارعين. قدمنا لهم الأشتال والمستلزمات الزراعية حتى لا يتوقف الإنتاج وحتى تبقى الحياة مستمرة رغم الحرب. بالنسبة للمراكز التعليمية، مراكزنا التعليمية أيضا واجهت تحديات كبيرة. الانتقالات كانت صعبة، الأطفال خائفون والموارد محدودة، لكننا أصررنا أن يبقى التعليم قائما لأن التعليم هو الأمل الوحيد الذي لا يجب أن يتوقف. ورغم كل ما قدمناه نحن أيضا بشر، كنا نعمل ساعات طويلة تحت التهديد ومع مشاهد مؤلمة، لكن إيماننا برسالتنا وإصرارنا على مساعدة الآخرين كان هو ما يعطينا القوة للاستمرار. الحرب اختبرت قوتنا وصبرنا وطاقتنا، لكنها أيضا أظهرت معنى الإنسانية الحقيقي. نحن مستمرون في العمل لأن كل وجبة تقدم، كل خيمة تنصب، كل طفل يعود للتعلم، وكل مزارع يستعيد أرضه هو انتصار صغير لكنه يصنع فرقا كبيرا. سنواصل لأن الأمل لا يجب أن ينطفئ. La collecte est fondamentale. Elle persiste pour alimenter ces projets. Ces actions ne sont pas uniquement humanitaires. Elles dessinent un futur possible où la déshumanisation et le suprémacisme sont mis à bas. L'avenir ne peut se construire que dans l'égalité. ما نريده اليوم هو واضح: رفع الحصار عن غزة بشكل كامل، فتح كل المعابر، حرية السفر، حرية الحياة. لقد دفع السكان في غزة أثمانا باهظة، أرواح وبيوت مستقبل وأحلام، وإذا كان هناك ثمن يجب أن يدفع مقابل هذا الألم فهو ينتهي هذا الحصار إلى الأبد. لا نريد أن يحكمنا الغرباء ولا نريد أن يفرض علينا واقع لا يشبهنا. نحن أصحاب الحق، نحن أصحاب الأرض وأصحاب القرار، وغزة يجب أن تدار بأيدي أبنائها وبإرادة شعبها لا بإرادة الآخرين. هذه رسالتنا للعالم. نحن شعب يستحق الحياة ويستحق الحرية ويستحق أن يعيش على أرضه دون حصار، دون تجويع، دون وصاية. Le sort du monde, l'avenir de l'humanité se joue à Gaza. Sa liberté face à la barbarie sera celle de toute l'humanité. Si nous reculons au Moyen-Orient encore et encore, c'est l'ensemble de l'humanité qui recule. Si nous gagnons là-bas, c'est l'ensemble de l'humanité qui gagne. On va reprendre point par point une partie des choses que vous avez vues là. Mais déjà, je voudrais vous résumer ce que j'entends de ce qu'on vous a montré là. Tout ce qui est, toutes les arguties qui sont de dire que ce qui se passe là-bas est une guerre religieuse, une guerre culturelle, une guerre ethnique. Vous comprenez bien, messieurs, dames, ces gens-là ne peuvent pas s'entendre. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Et ceux qui essayent de faire passer pour de l'antisémitisme la lutte que nous menons de tout notre cœur contre l'État génocidaire d'Israël, il faut leur faire rentrer leurs mensonges dans la gorge. Nous qui sommes juifs, nous nous battons de toutes nos forces pour dire que c'est au nom de notre judéité que l'on défend les droits des Palestiniens. Et pour ceux qui ne le sont pas, ne vous laissez pas intimider. Cet argument d'antisémitisme, c'est le dernier cache-sexe pour essayer de brouiller les affaires, pour essayer de rendre les choses incompréhensibles. Nous devons tous ensemble, épaule contre épaule, gagner contre ça. Non, lorsque l'on a des idées humaines, lorsque l'on sait ce que c'est que le droit, on est de tout cœur avec les peuples qui veulent être libres, et donc nous sommes de tout cœur avec la Palestine. Et cela, je peux le résumer en un mot d'ordre que j'avais lu chez nos amis écossais. L'antisémitisme, c'est un crime, comme tous les racismes. Mais l'antisionisme, c'est un devoir. Alors reprenons point par point.
Moi, j'aime beaucoup montrer ce dessin parce qu'il est rigoureusement exact. Vous avez 2 300 000 personnes qui sont coincées entre la mer, et la mer, elle n'est pas libre, elle est patrouillée tout le temps par les vedettes de guerre, et puis au nord et au sud par des très hauts murs. Celui du nord donne sur l'occupant, sur Israël. Celui du sud donne sur un pays arabe, un grand pays arabe avec un très grand passé, l'Égypte, qui collabore de toutes ses forces à l'écroulement du peuple palestinien. Et toute la frontière Est, c'est une barrière hautement technologique. Quand j'arrive en 2011, c'est la première chose qui m'a frappée. Vous avez donc des gens qui sont dans une cage physique, et c'est le long de cette barrière, tous les 200 mètres à peu près, vous avez une tour tueuse. Alors c'est quoi ça? C'est une espèce de mélange entre le Moyen-Âge et la science-fiction. Ça ressemble à un champignon. Et puis de temps en temps, le haut du champignon s'ouvre, des armes sortent et elles tirent. Et elles tuent. Sauf qu'il n'y a personne dans la tour. Celui qui a décidé de la vie et de la mort, il est dans une salle climatisée à Tel Aviv et il a un joystick dans la main et il décide qu'il va tirer cette fois-ci sur le gars qui est au travail dans son champ. Donc on a donc une population qui est physiquement en cage. J'insiste sur cet aspect-là parce que ça va expliquer largement ce qui s'est passé en octobre 2023, qui a fait pousser tellement de hurlements, comme si on était dans une situation normale et que tout d'un coup, des fous barbus, chauffés à blanc, s'étaient mis à faire des actes incompréhensibles. Rien n'est plus faux que cette image. Il faut bien voir qu'on a, pendant des décennies, un peuple qui est strictement enfermé. Il faut imaginer ce que c'est. Vous êtes jeune, étudiant, vous savez que vous avez de très bonnes connaissances et vous savez que vous ne sortirez jamais de 40 km de long sur 10 km de large. Vous êtes jeune parent, vous élevez vos enfants, à bout d'un moment, ils vous posent des questions. Comment leur dire qu'on leur a donné naissance en cage? C'est ça le background de ce qui se passe lorsqu'à un moment donné, eh bien, la situation ne peut plus continuer comme elle était. Le point sur lequel je voudrais insister, c'est sur le défense de produire. Comment vous faites lorsque vous êtes un occupant, mais que vous êtes numériquement pas de manière écrasamment, pas du tout, plus nombreux que ceux que vous voulez maintenir sous votre botte? C'est pas si facile que ça. Et une des très bonnes manières de faire, c'est d'essayer de briser le lien social, de faire qu'on ne soit pas face à une société civile, mais qu'on soit face à des individus isolés. Et pour briser le lien social, une des manettes, c'est d'empêcher la production de se faire. Si vous arrivez à empêcher un peuple de produire ses propres richesses, vous êtes déjà en bonne voie pour essayer de le mater. Je peux vous donner une anecdote là-dessus qui m'a toujours beaucoup tiré des larmes. Alors vous connaissez tous, je pense, le nom de Geronimo. Geronimo, c'est le méchant. C'est celui qui s'est jamais rendu. Il s'est battu jusqu'au bout. Et finalement, il est enfermé avec le petit bout d'homme armé qu'il lui reste. Il voit que c'est complètement fini et il va se rendre. Et il s'attend à être tué. Et la réponse du chef de bataillon qui l'a fait prisonnier est de dire non, game over, t'as perdu. Bien, on va pas te tuer. Vous allez vous installer dans cette vallée. Et puis voilà. Tout se passera bien. Alors Geronimo lui dit, mais nous sommes des chasseurs. Si vous dites que nous pouvons vivre, nous avons besoin de territoires de chasse. Oh, mais ne vous inquiétez pas, on va vous nourrir. C'est comme ça qu'on finit par démanteler la possibilité du lien social et qu'on arrive à la situation. Ils relèvent la tête par moments, Ils ne sont pas totalement effacés de l'histoire, mais de la situation des Amérindiens de l'Amérique du Nord. Donc ce défense de produire, il s'est exprimé de manière extrêmement claire contre deux professions emblématiques, les pêcheurs. Alors je ne vous en parlerai pas ce soir, mais je peux revenir vous présenter la question des pêcheurs, c'est des choses très intéressantes. Les pêcheurs et les paysans.
sur les pêcheurs, il y a eu une lutte terrifiante contre les bateaux de pêche. Là, vous voyez la silhouette d'un des derniers petits chalutiers qu'on a essayé de défendre. Quand je dis on, c'était le groupe de solidaires qui étions à Gaza. On a essayé de monter sur ces chalutiers, d'être là avec nos drapeaux nationaux, de dire on vous filme, vous êtes contraire à la loi. On n'a pas sauvé les chalutiers. Par contre, on a pu agir de manière pas totalement vide sur la question de la culture de la terre. Donc, on est exactement dans cette image-là. La première question qui s'est posée pour les agriculteurs, ça a été la question de l'eau. Et là aussi, je peux vous donner une anecdote vécue. Donc Gaza, c'est le prolongement de la plage, hein, c'est une grande langue de terre longée par la mer sur 40 km. C'est un endroit qui a toujours été extrêmement fertile. Gaza est connu pour la pêche et pour les agrumes depuis au moins 3000 ans, quoi. Enfin, depuis qu'il y a des chroniques, on sait que la terre de Gaza produit. Sauf que Gaza, moi quand j'y arrive en 2011, étouffe par le manque d'eau. Pourquoi ? Parce que l'eau de Gaza, elle vient de la nappe phréatique qui coule des montagnes de Cisjordanie, depuis toujours. Hein. Il y a des lois sur l'eau. C'est même probablement les premières lois que l'humanité a inventées, parce que, bien évidemment, si vous ne régulez pas la question de l'eau, ceux qui sont en aval d'une rivière, ils vont subir tout ce que font ceux qui sont en amont. Donc la régulation de l'utilisation de l'eau, c'est quelque chose d'extrêmement ancien, et en particulier la régulation des nappes phréatiques qu'on n'a pas le droit d'interrompre dans leur mouvement. Or, tout le long de la barrière qui entoure Gaza, Israël a créé des centaines de puits très profonds, ce qui fait que lorsque nous étions sur les champs à essayer de protéger les paysans, on avait en face de nous les premières terres des kibboutz. Alors, c'est les mêmes terres, hein, en réalité. Elles ont été coupées en deux par la ligne dite d'armistice, et ces terres des kibboutz sont les terres des paysans de Gaza qui leur ont été volées. Ces terres-là sont magnifiques, très vertes, et au-dessus d'elles, il y a les tourniquets qui arrosent 24 heures sur 24, quand l'eau doit être comptée litre à litre, 100 mètres plus loin à Gaza. La situation de Gaza était tellement effrayante que ce qu'on appelle l'équipe de pays, c'est-à-dire l'ensemble des agences onusiennes qui travaillaient à Gaza en 2020 a sorti un rapport qui était, en 2012, a sorti un rapport en 2012 dont le titre était « 2020, Gaza sera-t-il encore vivable ?» Et il tirait la sonnette d'alarme en disant il faut libérer la nappe phréatique, il faut laisser l'eau s'écouler, parce qu'évidemment, si vous videz la nappe phréatique, la nature ayant horreur du vide, c'est l'eau de mer qui rentre. Et l'eau devient de plus en plus salée. Alors, l'anecdote est la suivante. L'Union européenne décide d'aider Gaza et de créer un gros équipement qui a mis 15 années à être construit et qui est maintenant évidemment en gravat, qui était une usine de désalinisation de l'eau de mer. Et donc, une cérémonie a lieu pour la pose de la première pierre de cette usine. Et les paysans gazaouis viennent très courtoisement, silencieusement, mais avec des grands calicots, entourer la cérémonie. La consul adjointe, qui me connaissait, est très agacée par cette présence-là, et puis elle ne peut pas lire parce que c'est écrit en arabe, ce qui est un petit peu normal lorsqu'on est dans un pays arabe. Elle vient me voir et elle me dit « Mais enfin, qu'est-ce qu'ils veulent, ces gens-là ?» Alors, je lui dis, c'est écrit, appliquer le droit international, relâcher le mouvement de la nappe phréatique. Elle me regarde et elle me dit, ah oui, mais ça, on ne peut pas.
C'est-à-dire, on peut mettre des millions dans la création d'un équipement qui ne fonctionnera jamais, mais on ne peut pas dire à un pays membre de l'ONU que ça, il doit arrêter de pomper l'eau. Donc l'accès à l'eau, ça a été une question cruciale pour les agriculteurs. Et la première chose qu'ils nous avaient demandé à l'UJFP, c'était donc la création d'un château d'eau qui a était la preuve quelque part qu'il était possible, en s'appuyant sur la solidarité internationale, de faire des choses qui permettaient réellement de soigner la terre. Lors de l'inauguration du château d'eau, un des paysans s'est levé. Il faut voir un gars, un vrai de vrai, avec des mains qui sont comme des outils. Il se lève. Il y avait les autorités de Gaza, dont le gouverneur de Khan Younis, puisque le village de Kouza dépend du gouvernorat de Khan Younis, et il lance à la tête du gouverneur: vous vous rendez compte, il faut que ce soit une association française juive qui soutienne les agriculteurs, vous ne faites pas votre travail. Et le gars, il n'a plus que prendre la volée de bois vert et rentrer la tête et ne rien dire. On parle politique avec passion à Gaza. L'image qu'on essaye de donner d'une population qui était complètement affolée, tenue par d'affreux barbus, etc., est complètement fausse. La vie politique à Gaza n'était pas facile. Le gouvernement du Hamas n'était pas tendre, le moins qu'on puisse en dire, mais la population n'était pas du tout à genoux. Elle se battait contre ses autorités comme nous pouvons nous battre contre les nôtres. Des années ont passé, on a appris à travailler ensemble, et la dernière grande bataille qu'on a fait ensemble, et on va arriver très vite à 2023, c'est la bataille des semences, avec l'idée il faut s'affranchir du lobby des semenciers, il faut arriver à être maître de nos plans, et donc dans un premier temps, la demande a été de créer une pépinière. Et là, à nouveau, comme pour le château d'eau, s'est posée une question très simple. Si on veut que ces gros équipements servent d'abord ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les plus petites fermes, les plus petites exploitations, eh bien, elles ne peuvent pas, dans des conditions de blocus, elles ne peuvent pas s'équilibrer. On a dû se battre, y compris avec certains de nos donneurs, qui pensaient un peu comme ça se fait beaucoup dans le monde onusien. Bon, on aide à un moment donné, puis les gens doivent continuer quand même. Faudrait pas s'appuyer, devenir des... oui, peut-être dans un monde normal, oui. Mais dans un monde qui est en cage, non. Et la chose qu'on a développée comme image était la suivante. Il faut bien comprendre que les Gazaouis, ils ont les deux mains attachées. Ils sont sous blocus. Ils ne peuvent pas décider de ce qu'ils achètent. Ils ne peuvent pas vendre. Ils sont complètement sous blocus. Eh bien, nous devons être la main libre qu'eux ont attachée. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de donner. La question de la collecte n'est pas une question humanitaire, bêlante. On se penche sur ces pauvres petits. Non, 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 non. On est partie prenante de leur travail, et ça veut dire un soutien continu. Ça a très, très bien marché. Et on a vécu ce que c'est que d'être un petit paysan dans des situations d'occupation. Les paysans de Gaza, ils sont au carrefour de ces deux questions-là. Ils ont le problème de toute la petite paysannerie mondiale, puisque les grands groupes, les grands lobbies de l'agroalimentaire ont décidé depuis fort longtemps que cette agriculture-là, quelle qu'elle soit, partout dans le monde, devait disparaître, qu'elle n'était totalement inutile. Donc ils ont le problème de la petite agriculture, et ils ont le problème d'être dans un pays sous occupation, et en ce qui les concerne, sous blocus. On était en particulier, le travail avec les paysans commençait à prendre une tournure où la question de s'échapper du modèle tout
tout chimiques commençaient à prendre corps dans les discussions entre les paysans. Ça a été 3 années 2020-2023 extrêmement intéressantes parce qu'on a vu quand les professionnels, quand les gens qui sont directement les acteurs discutent entre eux, comment petit à petit des idées finissent par germer, devenir plus fortes que les autres et s'imposer. Au départ, ils voyaient bien que la lutte contre les ravageurs, elle ne marchait de moins en moins bien. Et ils accusaient, probablement aussi à juste titre, ils accusaient le lobby qui leur vendait les produits de tricher. Comme aucune petite ferme n'avait la puissance d'acheter des bidons entiers, donc ils achetaient des bouteilles qu'on reversait. Ils disaient mais ils nous les mélangent, c'est pas possible. Moi je me souviens très bien quand j'étais enfant, on traitait et ça marchait. Maintenant on traite et ça marche pas. Et puis petit à petit, l'idée qu'en réalité on est en train d'empoisonner la terre, de s'empoisonner, d'empoisonner tout ce qu'on arrive à faire maintenant, c'est plus ou moins quand même à sélectionner les ravageurs les plus résistants, a commencé à venir et ils ont commencé à chercher collectivement comment on peut innover. Même dans des conditions de blocus, comment on peut innover, essayer de mettre en commun un petit bout de terre sur lequel on fera des expériences qui fait que les fermes, il n'y aura pas de fermes pénalisées complètement, mais qu'en même temps on verra si telle ou telle chose est possible. La conclusion que je voudrais tirer de ces années, 2016-2023, c'est la suivante, et vous l'entendrez répéter sans arrêt dans toute une partie de ce que je vais dire. Il n'y a pas de solution qui ne passe pas par le fait d'écouter et d'aider les producteurs eux-mêmes. C'est-à-dire, il n'y a pas de solution technique. Il n'y a pas des gens qui savent mieux que d'autres et qui vont venir apporter des solutions clés en main. Ça ne marche jamais. Si on veut que la manière de produire s'améliore, eh bien, elle doit partir de ce que disent les gens qui sont les producteurs eux-mêmes. Et tout ça vole en éclats. Vous avez déjà vu brièvement, vous reverrez ici l'image du château d'eau écrasé, la magnifique pépinière, la première et la seule pépinière solidaire de Gaza a été tout aussi écrasée. Alors un mot quand même de front, et en m'excusant non, en ne m'excusant pas, mais en étant prête à débattre si je choque certains sur le 7 octobre. Je vous le fais bref. Qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre 2023 ? Le 7 octobre 2023, c'est d'abord et avant tout une sortie de la cage. Qui est responsable ? D'abord et avant tout, ceux qui ont construit la cage. L'idée qu'on pourrait éternellement tenir 2 300 000 personnes dans 260 km², c'était une idée absurde, c'était une idée criminelle et c'était évident qu'à un moment donné, la soupape allait sauter. Vous mettez une cocotte minute sur le feu et vous ne l'ouvrez pas, elle explose. Ça ne veut pas dire que qui que ce soit, et en particulier pas mon association, et en particulier pas moi, Sarah, se réjouissent des morts. C'est pas la question. La question, elle est, si on ne veut pas qu'il y ait des morts, alors il faut imposer la justice. Si vous maintenez une injustice, vous aurez des morts de toute façon. La chose sur laquelle il a été utilisé de manière, pour moi, totalement honteuse et éhontée, le mot pogrom. Mais pas du tout. Ce n'est pas un pogrom. Ce n'est pas les Juifs qui ont été attaqués. C'est les occupants. C'est ceux qui ont pris la terre. Et ça, si on veut le rapprocher d'un événement historique, alors c'est pas le mot pogrom qui vient. Qu'est-ce que c'était que des pogroms ? C'était l'utilisation, la première acception, la première fois que le mot apparaît, c'est l'utilisation par le tsar en Russie de la manipulation de sa population, c'est-à-dire d'envoyer son armée et les plus chauds de la tête des paysans autour pour attaquer les villages juifs en disant qu'ils sont les responsables de ceci, de cela et de plus encore. Parce qu'ils étaient juifs. C'est pas du tout ça qui s'est passé le 7 octobre. Si on veut rapprocher le 7 octobre de quelque chose, c'est d'octobre 54. Quand le FLN a pris les armes, eh bien, ils ont tué des médecins
Ils ont tué des instituteurs. C'est une honte, c'est un drame. Mais qui est responsable? L'occupant, c'est-à-dire la France. Tant qu'il y aura injustice, il y aura du sang. Si on veut que le sang arrête de couler, eh bien, il faut imposer la justice. Alors, quelques images rapides sur ce que ça a été les 2 années et demie de génocide. On n'aurait jamais cru, quand ça a démarré, on a cru que ça allait durer, on savait que les gens allaient souffrir énormément, mais on a cru que ça allait durer 2 mois, 3 mois. Le fait qu'on ait pu, en plein 21e siècle, tuer un à un, on arrive à peu près maintenant à l'idée qu'on a 10% de la population de Gaza qui a été tuée, sans que rien, aucun organisme international, aucun pays soit capable, aucun peuple ne soit capable de l'empêcher. C'est quelque chose qu'il faut bien réfléchir, parce que ça ne parle pas que de la Palestine, ça parle de nous aussi. Alors, déplacés, rassemblés dans des camps, vivant sous tente, dans des conditions d'hygiène très, très difficile. On aurait pu penser que la société civile gazaoui allait exploser. Elle n'a pas explosé. Elle n'a pas explosé. On n'en croyait pas nos propres oreilles. En octobre, on devait être en février 2024, l'équipe de Gaza nous dit, voilà, on se rend compte qu'on va être stabilisé avec des millions de personnes sous tente. Les écoles ont toutes été explosées. Les premières choses qui a été mise par terre, c'est les universités. But de guerre évident si on veut tuer une population. On ne veut pas que nos enfants perdent encore. Il faut absolument arriver à reconstruire des zones d'éducation. Et donc, dégager un budget pour ça, on a besoin de ça. Ils ont choisi de privilégier 3 matières. L'arabe, bien connaître sa langue, être fier de ses origines. L'anglais, parce que c'est la langue de communication internationale. Et les mathématiques, avec l'idée, si les gosses maîtrisent les mathématiques, ils n'auront pas peur des autres matières. Ils arriveront Et ces 3 matières-là ont été enseignées dans des situations parfois très difficiles. Alors, qu'est-ce qui permet que ce soit possible? Il y a la volonté d'avoir des solutions collectives. Ça, c'est clair. Mais encore faut-il le pouvoir. Mais Gaza, c'était une population extrêmement éduquée. Toute la Palestine, le respect de l'enseignement, de l'éducation à Gaza, ça m'a rappelé complètement mes origines du côté de mon papa. C'était vrai dans les familles juives. Les enfants des Juifs, ils devaient être bons à l'école. C'était inacceptable l'idée qu'ils ne le soient pas. Eh bien, à Gaza, j'ai retrouvé la même chose. Et quand vous étiez à Gaza et que c'était le moment des examens, même si vous étiez très aimé, etc., c'était pas le moment de dire « je passe prendre un café ». Non, non. Toute la famille était groupée autour du gamin et de la gamine pour aider à passer l'examen. Donc, scolarisation. Soutien psychologique. Là aussi, c'est possible parce que il y avait à Gaza un vivier de jeunes psychologues, garçons et filles, beaucoup de filles, diplômées, et qui étaient prêts à mettre leur connaissance. Tout ce monde-là est volontaire, tout ce monde-là est bénévole, de mettre leur connaissance pour essayer d'aider à ce que ces générations-là ne s'écroulent pas. Et aussi, non seulement les enfants, mais les parents. Alors ça a démarré avec les femmes et ça continue de nos jours. On en est encore dans le soutien, dans ce que fait l'équipe de l'UJFP à Gaza. Une partie très importante, ce sont les groupes femmes, avec la possibilité de se rencontrer, de discuter, de débattre avec des professionnels psychologues de manière à tenir le coup. Et c'est les femmes qui ont dit, vous savez, nos hommes, ils font semblant, mais eux aussi, ils vont très mal. Donc, quand ça a été possible, et chaque fois que ça a été possible, ça a très bien fonctionné, il y a eu aussi des groupes de soutien psychologique pour les hommes. Et puis, les repas collectifs, quand vous n'avez plus rien
pour faire le feu que vous en êtes à faire brûler les vieux bouts de plastique et les vieux vêtements pour faire cuire. La solution évidente, elle est collective, c'est-à-dire que si vous faites cuire des grandes marmites, vous arrivez avec une économie de carburant énorme à nourrir des milliers de familles. Donc fabriquer, distribuer. Je voudrais m'arrêter un moment. On est à l'hiver 2024, printemps 2025, décembre 2024, janvier 2025. On n'en revient pas de la catastrophe. Toutes les familles ont des morts. Enfin, la situation est absolument effroyable. Et pourtant, il y a des choses qui se passent. La scolarisation tient le coup. La vaccination anti-polio tient le coup, il y a des choses qui tiennent le coup, et on a en janvier l'annonce qu'il va y avoir un cessez-le-feu. Tout le monde s'attend à ce que la population se masse sur la frontière sud et demande à sortir. Il s'est passé l'exact inverse. Alors, je ne vous ai pas amené les images parce que je ne peux pas montrer tout, mais je pense que vous les avez en tête, et sinon, cherchez-les parce que c'est quelque chose d'absolument historique. Dès que le cessez-le-feu a été promulgué, des centaines de milliers de personnes sont remontées à pied jusqu'à leur maison à Gazaville et dans le nord. Un torrent humain qui remontait chez lui. Et Abou Amir nous racontait, je les voyais passer, on essayait de les aider, on leur disait « mais vous êtes conscients que vous allez retrouver que des ruines ?» Et les gens répondaient « oui, mais ce sont nos ruines. » Et si mourir pour mourir, on préfère être autour de chez nous. Ça montre une chose, l'énorme force de ce que c'est que la volonté d'une population quand elle veut vraiment quelque chose. Alors cette fois-là, elle n'a pas gagné. C'est-à-dire que le cessez-le-feu a été balayé. Mais néanmoins, dans ce moment-là, là, ce que vous allez voir, c'est donc dans ce courant humain qui remonte, les paysans du cœur des projets, du village de Kouza et d'Abassan, qui sont sur l'est, remontent jusqu'à chez eux. Ils retrouvent tout par terre, et la première chose qu'ils font, c'est qu'ils vont réhabiliter le fameux château d'eau, et je voudrais vous montrer ces images-là. Alors il n'est évidemment pas possible de remonter un château d'eau. Ce qu'on va faire, ce qu'ils vont faire, ils vont créer une butte de terre. Il y aura quand même suffisamment d'eau, parce que toute l'idée d'un château d'eau, c'est que l'eau est distribuée dans les champs par gravitation. Donc on va recréer une butte.
Alors le missile qui a abattu le château d'eau, en fait, il n'a pas visé le haut, pas vraiment. Ce qu'ils ont essayé de viser, c'est le forage. Parce que si le château d'eau avait été construit là, c'est qu'il était construit sur un très bon forage avec un très bon débit et de l'eau qui était presque consommable. Et donc, qu'est-ce que vont faire les paysans? Eh bien, ils vont creuser. Ils vont creuser toute la partie abîmée par la bombe. Et puis, petit à petit, ils vont remonter à partir de la partie saine trouvée sous terre, ils vont remonter la possibilité de pomper et de remettre en route le forage. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est tous les Trump du monde, ils peuvent rien contre ça. Contre une population qui sait ce qu'elle veut, qui est éduquée, qui sait faire. C'est finalement ça qui permettra un jour qu'on construise un monde qui a un sens. Alors où en est-on à la fin de l'année 2025 ? Au mois d'août, l'armée israélienne a pris pied sur terre avec les tanks. Et finalement, après hésitation, au début, ils avaient coupé la bande de Gaza en deux morceaux horizontaux, si j'ose dire. Et finalement, ils ont construit cette fameuse ligne jaune. Alors, vous avez vu, hein, la ligne jaune, c'est-à-dire je rentre dans un pays qui n'est pas, dans un territoire qui n'est pas en moi, et je m'installe en disant si vous traversez cette ligne, je vous tue. Ils ont fait à Gaza, personne n'a bougé, et du coup ils le font aujourd'hui au Liban. Exactement la même. Ils changent même pas le mot, hein, puisque ça marche. Donc voilà, on est dans cette situation-là, c'est-à-dire que la population survivante, plus de 2 millions de personnes de toute façon, sont maintenant massées sur un gros tiers, même plus la moitié, un gros tiers de la bande de Gaza. C'est-à-dire que c'est, au sens strict du terme, invivable. Et pourtant, non seulement le réflexe collectif n'est pas tué, non seulement les gens continuent à dire on est chez nous, on ne partira pas, de toute façon ils n'ont pas le choix, c'est bien clair, mais en même temps l'idée c'est on est chez nous, on a nos droits, on demande au monde de nous aider à reprendre nos droits, mais dans cet endroit tellement serré, avec une densité affolante, eh bien des petits morceaux de terre vont être récupérés et on va reprendre la culture de la terre. En octobre 2024, 2024, des paysans sont venus voir l'équipe de l'UJFP en disant on sait que les terres sur lesquelles vous travaillez maintenant on ne peut plus y accéder. Et ils ont eu raison puisqu'on n'a pu y accéder que très brièvement février-mars 2025, puis ça a été à nouveau repris par les tanks. On sait que vous ne pouvez plus y accéder. Nous, on a des terres. Alors, eh bien, aidez-nous. Et on vous propose le deal suivant. Il n'y a plus un shekel dans les fermes, plus personne n'a de liquidité, plus personne du tout, donc on ne peut pas acheter nos plants, on ne peut pas mettre de l'énergie pour pomper l'eau, mais si vous nous apportez ça, nous on vous sort les légumes, on sait faire, on vous sort les légumes et on les vend à un prix qui permet aux familles de les acheter, parce que
Oui, j'ai oublié de vous dire ça aussi, c'est une chose que je tiens à dire beaucoup. La Palestine, c'est juste un monde normal. Gaza, c'est juste un monde normal. Et un monde normal plongé dans une situation anormale, partout sur Terre, ça donne le marché noir, ça donne les profiteurs de guerre. Donc les prix ont été multipliés par 100, parfois par plus que ça. Donc voilà, le deal a été fait et fonctionne encore aujourd'hui. C'est ce que je vais vous montrer pour terminer en avril 2026. Donc voilà. On travaille la terre à Gaza dans les conditions que vous avez vues. Cette image date de janvier 2025, avril 2025, mai 2025, août. On commence Il y a 2 saisons de culture à Gaza. Donc il y a la saison d'hiver et la saison d'été, d'automne. Et entre les deux, on laboure. C'est pas les labours comme chez nous, parce que la terre est très légère, très sableuse. On remet la terre en état. Octobre. Le gars qui s'exprime ici, je ne vous l'ai pas mis la vidéo parce que ça prendrait trop de temps, mais c'est un aspect que moi j'ai trouvé très intéressant. La plupart des terres sont tenues par des métayers ou des propriétaires, mais vous avez aussi besoin d'ouvriers agricoles. Un ouvrier agricole à Gaza, c'est comme un ouvrier agricole ici, c'est souvent la misère de la misère. C'est des métiers extrêmement durs ce gars-là explique combien pour lui ça a été important de voir que certains plots de terre commençaient à être remis. Il disait que pour lui ça avait un sens absolu que ces terres qui avaient été pendant des mois, plus d'une année, abandonnées, salies, etc., recommençaient à produire. Alors la question de l'eau se repose de manière absolument cruciale et cette histoire de l'eau me permet de faire l'aparté suivante. Vous avez remarqué, on a eu le nombre de tués pendant toute la période du génocide, on pouvait suivre. Alors évidemment, Israël a commencé par dire c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, jusqu'à ce que tout le monde dise eh bien si, les chiffres donnés par le ministère de la Santé à Gaza sont parfaitement exacts. Et ce ministère donnait les chiffres des corps identifiés, tués par fait de guerre et identifiés. Les spécialistes de la médecine légale savent, en gros, c'est ce que disait le Lancet, qu'entre les corps identifiés et le nombre de morts, il y a un facteur entre 4 et 10. C'est comme ça qu'on arrive au fait de penser qu'on est à peu près à 1/10 de la population assassinés. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y avait un ministère de la Santé, ça veut dire qu'il y avait, alors que les hôpitaux ont été pris systématiquement pour cible, non seulement ils se reconstituaient comme ils pouvaient se reconstituer, mais ils tenaient leurs archives, ils comptaient, la structure municipale, la structure en gouvernorat, la structure étatique, si j'ose dire, sur un si petit territoire, elle n'a pas explosé. Et on nous demande souvent, ouais, mais comment on peut faire Eh bien, on peut faire avec ça, justement. On a affaire à une population qui est organisée. Alors, on peut ne pas aimer les gens qui sont, en général, dans les municipalités, sont très souvent des adhérents du Hamas. Et alors, où est le problème ? Où est le problème ? Le problème serait de laisser les populations décider, d'avoir des élections locales et décider qui elles veulent mettre à leur tête. Mais l'important dans l'affaire, c'est que justement, ces structures, et en particulier les structures municipales, continuent contre vent et marée à essayer de faire quelque chose. Alors, ils n'ont rien. Les agences onusiennes n'ont pas pu les alimenter, ils ne font rien. Ils ont un tout petit quelque chose, on leur a apporté du fioul, eh bien, ils vont utiliser un camion pour débarrasser les ordures, etc. Cette vie-là, cette vie d'une société, j'allais presque dire normale, d'une société qui ne perd pas le lien social, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Et j'en viens à l'épisode de l'eau en janvier 2026 à Deir el-Balah. Jusque-là, les agriculteurs étaient autorisés
de tirer l'eau. Et en janvier 2026, la municipalité de Deir el-Balar dit, voilà, tel et tel puits sont achevés, tel autre devient strictement inutilisable. En conséquence, on va garder l'eau pour boire. Et donc, vous, agriculteurs, vous n'avez plus le droit de tirer. Décision terrible pour les agriculteurs, mais parfaitement compréhensible, parce que ça, c'est vrai que la première chose à protéger, c'est le fait que les gens puissent boire. Et alors, ça a été un peu l'affolement. Et puis, un des paysans s'est souvenu qu'il y avait sur le territoire de Deir el-Balar un puits artésien qui avait été abandonné parce qu'il ne donnait pas tant que ça, et puis on avait des solutions à l'époque un peu plus correctes, etc. Et donc, ils ont réhabilité le puits artésien. Ils ont réhabilité parce qu'on a réussi, et j'en parlerai avant de finir, parce qu'on a réussi à leur faire parvenir l'argent. Ils ont pu rétablir le puits artésien, et donc toutes ces terres que je vous ai montrées peuvent espérer continuer d'être cultivées. La phrase qui est écrite ici, elle a été écrite par Abou Amir. Recevoir un sac de semences au moment opportun ne signifie pas seulement une récolte potentielle, cela signifie que quelqu'un voit cet agriculteur et croit en son rôle. Ça veut dire que nous, on a un rôle. C'est-à-dire que quelquefois, on se bat les flancs en disant « mais on ne sert à rien ». Mais non, pas du tout. C'est fondamental. Pour une population qui se bat comme la population de Gaza, recevoir des mots, recevoir des messages, recevoir de l'argent quand c'est possible, c'est absolument fondamental, non seulement pour la chose elle-même, mais pour ce que cela signifie. Donc, les 2 dernières images que je vous donne, elles datent de ce mois-ci, la semaine dernière, voilà, on est un peu décalé parce que le changement climatique tape de plein fouet sur Gaza, et les hivers sont beaucoup plus froids et beaucoup plus sous pluie torrentielle qu'elle ne l'était avant. Donc la saison est un peu décalée, mais voilà, en avril 2026, il y a encore des gens qui mettent en terre des plans pour que la terre de Gaza porte ses fruits. Question extrêmement intéressante et importante. Les journalistes français ne peuvent pas rentrer à Gaza. La première chose qu'a décrété Israël lorsqu'elle a commencé sa grande vague de bombardements en octobre 2023, c'est interdiction à la presse étrangère d'entrer à Gaza. C'est une chose énorme quand on y réfléchit. Je veux dire, combien de fois on s'est dit, en pensant aux souffrances passées de la terre, ah, si des journalistes avaient été là, etc. Là, il y a des gens qui pouvaient y être. Il y a des agences qui savaient très bien rentrer en Palestine. Elles ont été interdites. Et l'AFP avait des agents gazaouis sur place. Ils ont pu fonctionner quelques mois. Et ça a été bombardé. Voilà. Il y a eu une chasse aux journalistes gazaouis spécifique. C'est un des métiers qui a donné le plus, en pourcentage, le plus de morts. La volonté d'empêcher que ça se sache a été immédiate et même pas cachée. Et nous, peuple du monde, nous n'avons pas été capables d'empêcher ça. Eh ben, félicitations pour votre action en faveur des Palestiniens de Gaza. Ce qui m'étonne, c'est que vous ayez une telle liberté d'action alors que Gaza est extrêmement contrôlé, que même l'ONU n'y circule pas librement. Enfin, et comment ça se fait que vous avez carte blanche, quoi? Non, mais ça a surpris a priori. C'est rigolo comme question parce qu'on pourrait la décliner. Wow. Nous avons carte blanche, vous voulez dire, il y a une équipe UGFP à Gaza qui arrive à travailler. Nous ne pouvons pas rentrer. Personne ne peut rentrer. Non seulement les individus ne peuvent pas rentrer à Gaza. Quand je vous dis que Gaza est une cage, vous ne me croyez pas. Vous croyez que c'est une image, mais pas du tout. Nous ne pouvons pas entrer à Gaza. On ne peut pas envoyer de choses à Gaza. Rien ne peut rentrer dans Gaza. Il y a au checkpoint à l'entrée de Gaza, les 3 qui sont possibles, hein, les 3 portes, il y a des centaines et par moments des milliers de camions chargés d'aide qui n'entrent pas, ou il en rentre 10
quand il en faudrait 100. Donc non, il n'y a pas de personne qui ait des... comment vous avez dit, carte blanche à Gaza. Ce sont les Gazaouis qui se battent. Oui, mais comme vous avez le gilet UGFP... C'est pas nous qui avons, c'est eux qui ont le gilet UGFP. Oui, palestinien. Les Gazaouis palestiniens, nés à Gaza et enfermés dans Gaza depuis qu'ils sont nés. Et qu'ils se battent. Non, mais vous faites bien de poser la question parce que nous, les images, on les connaît tellement. Moi, j'ai vécu là, les copains, je les connais personnellement. Donc, ça me paraît être des images très lisibles, mais votre question, elle est très importante. Non, personne ne peut rentrer à Gaza. Les grosses ONG qui pouvaient encore rentrer ont été... Essentiellement, elles ne pouvaient pas rentrer, mais elles avaient leurs correspondants gazaouis. La Palestine a ceci d'extraordinaire que c'est un pays dans lequel le réflexe collectif et le niveau d'éducation est très élevé. Donc chaque ONG avait, quand on dit l'UNRWA fait ceci ou cela, c'est pas des Européens qui font, c'est les Gazaouis, mais ils le font comment? Ils le font grâce au fonds de l'UNRWA. Et c'est là il est important de comprendre. Jusqu'au mois dernier, on faisait partie des rares associations qui arrivaient encore à envoyer de l'argent. Et depuis un mois, on n'a pas pu envoyer 1 centime. Alors, ça fonctionne toujours parce que Abou Amir est très connu là-bas, parce que l'UGFP, c'est un sigle qui commence par être bien connu. Donc, quand il dit « je n'ai pas l'argent, mais je l'aurai », on lui fait confiance. Mais ça ne va pas pouvoir durer 6 mois comme ça. L'étranglement par l'argent de la Palestine est en route. Il faut bien voir ceci. Dans le monde capitaliste dans lequel on vit, pouvoir faire un virement, c'est quasiment un service public. On ne peut pas vivre sans faire des virements de banque à banque. C'est malheureusement le monde dans lequel on vit. Si on dit qu'il y a sur Terre des poches dans lequel ce service ne sera pas rendu, eh bien, on étrangle la population. Et c'est ce qui est en train de se passer en Palestine. Vous n'avez plus une seule banque française qui accepte de faire un virement sur une banque palestinienne. Plus une seule. Et nous, on s'est fait fermer notre compte et on n'a jamais réussi à... Le crédit coopératif, c'est pas rien, à fermer notre compte, à refuser de dire pourquoi. Quand Pierre Stamboul a dit, en lisant bien toutes les explications, il y a 2 cas où vous avez le droit de ne pas nous dire pourquoi vous fermez. C'est suspicion de blanchiment et suspicion de soutien au terrorisme. Alors dites-nous au moins dans lequel des 2 cas l'UJFP tombe. Pas eu de réponse. Et même le Crédit Coopératif a dit, si vous continuez à dire ça, c'est nous qui allons vous attaquer pour diffamation. Donc voilà, on est dans un système où c'est un peu... Il y a eu très longtemps une bande dessinée qui montrait comme ça le maintien d'une population par l'air est mauvais et donc les gens ont des machines qui leur donnent de l'air correct et qui sont des compteurs à air. Et on leur vend des compteurs qui sont tellement plus modernes, sauf qu'on peut les fermer quand on veut tuer quelqu'un. Et là, le système financier en est à ce point-là, et il va falloir réagir absolument. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un monde où les dominants, ce qu'on appelait, quand j'étais très jeune, l'impérialisme, on va dire les USA et l'Europe, peuvent décider qu'il y a des parties du monde qui n'ont pas droit à des choses qui sont devenues des moments normaux de la vie d'une humanité. Donc, soit on arrive à réenvoyer de l'argent, soit les gros ONG arrivent à réenvoyer de l'argent, et un tout petit peu de sang va battre dans Gaza, soit on va les voir mourir devant nos yeux. Alors, nous, on a une spécificité qui est, comme tout ce qui se passe dans ce bas monde, beaucoup dû au hasard et au fait que moi, j'ai été sur place longuement. Donc, on a une spécificité qui est qu'on travaille vraiment épaule contre épaule avec des gens là-bas.
des Gazaouis là-bas. On a vraiment réussi à créer des équipes qui se comprennent très bien. On peut débattre au téléphone pendant une demi-heure pour comprendre, etc. Et on arrive à travailler ensemble. Ça, c'est un peu notre spécificité en France. Mais des organisations juives antisionistes, il y en a partout dans le monde. Et l'organisation juive antisioniste de loin la plus forte, qui est vraiment une vraie force, elle est aux USA, c'est Jewish Voice for Peace. Ils sont capables, eux, vraiment, de mettre des centaines de milliers de personnes dans la rue. Ils ont, en plus, réussi magnifiquement à faire le lien entre la question de couleur, aux USA, c'est pas rien, hein, et la question des droits des peuples autochtones. Et donc, ils sont extrêmement actifs. Si on croit que la politique des USA, elle est dictée pour ne pas déplaire aux Juifs états-uniens, c'est complètement faux. La majorité des Juifs états-uniens, d'ailleurs, votent démocrate, mais surtout les grandes forces qui sont derrière le soutien à Israël, bien plus que leur équivalent du CRIF, ils ont aussi leur équivalent du CRIF, hein, faut pas rêver, ce sont les chrétiens sionistes. Et les chrétiens sionistes, ils sont des millions. Et eux, ils peuvent faire et défaire les rois. Donc, eux, ils sont vraiment... Mais donc, des organisations juives antisionistes, il y en a partout dans le monde. Et il y en a même l'endroit qui souffre le plus, c'est en Allemagne. Notre association sœur s'est fait fermer son compte et interdiction d'en remettre un, vider ses locaux, pris son matériel informatique. Ils ont un mal de chien simplement à respirer. Voilà. Si on... Et vous pouvez comprendre, hein, parce que finalement, l'un des énormes derniers arguments pour dire qu'il faut défendre Israël, c'est d'agiter la sonnette de l'antisémitisme. Si on laissait voir qu'il y a partout dans le monde des associations juives antisionistes, on serait mal. Donc ils se battent en face de tout leur cœur pour nous silencier. Est-ce que vous m'entendez ? Très bien. Vous avez beaucoup parlé de l'UVJF, des actions, des actions que vous faites là aujourd'hui. C'est vraiment des actions un peu qui m'ont l'air d'être vraiment de survie. Mais je vous avoue, en venant ici, moi j'espérais aussi avoir des informations sur comment est-ce qu'on peut agir, sur comment est-ce que les Gazaouis peuvent sortir de la cage, comment est-ce qu'on peut ouvrir la cage et comment est-ce qu'ils peuvent récupérer leur territoire. Parce que là, ce que vous nous avez plutôt dit, c'est leur survie aujourd'hui à l'instant T. Et c'est aussi une question qui se pose plutôt à tous, parce que je pense que vous êtes plus âgés que moi et vous avez sûrement beaucoup plus réfléchi à la question. Donc voilà. Alors c'est vrai que j'ai tordu le bâton, je l'avais essayé de marmonner un peu au début pour dire que j'allais le faire, parce que je suis tellement écœurée des discours sur la Palestine et sur Gaza qui oublient que les gens sont là. Donc je tenais à montrer les gens là. Après, il y a une ambiguïté dans ce que vous dites. Est-ce que l'idée, c'est de les aider à sortir de la cage, ou est-ce que l'idée, c'est de les aider à dire ce qu'ils veulent ? Probablement, pour une partie voudrait sortir de la cage. Et on peut le comprendre. Hein. Vous êtes jeunes parents, vous rêvez quand même de faire vivre vos enfants dans un monde un peu plus normal. Mais l'écrasante majorité ne demande pas à sortir. Ils demandent qu'Israël évacue et que le blocus soit levé. Oui. Donc la lutte, je suis complètement en accord avec ce que vous dites, et c'est d'une certaine manière ce qu'on essaye de faire. La lutte pour la levée du blocus, elle est fondamentale. La lutte pour la levée du blocus, pour l'ouverture des points de passage et pour la reconnaissance du peuple palestinien dans ses diverses composantes comme étant ceux avec lesquels il faut discuter de l'avenir, elle est fondamentale. Après, comment on fait pour gagner dans cette lutte ? Eh bien, en faisant connaître ce qui se passe à l'intérieur, et c'est ce que j'ai essayé de faire, et en interpellant, en essayant d'être
être suffisamment nombreux dans chaque ville pour interpeller nos élus, pour interpeller nos médias, pour arriver à obtenir de nos autorités qu'elle travaille en ce sens, alors qu'elle travaille dans le sens inverse. Voilà. Donc je n'opposerai pas. Je suis un peu égratignée, je comprends ce que vous dites. Hein. Je ne voudrais pas donner l'impression qu'en permettant, en aidant à la survie, on considère qu'on a rempli notre devoir d'humain. Pas du tout. Mais en même temps, si les gens ne vivent pas, comment voulez-vous qu'ils luttent ? Mais moi, je peux dire ce que je dis toujours. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut tenir la rue, il faut garder la rue, il faut obtenir que la Palestine soit présente partout dans nos rues. Il faut reprendre la rue. Il faut obtenir de nos organes de presse qu'ils rendent compte correctement, c'est-à-dire on fait pression sur les journalistes, on essaye d'obtenir que le système médiatique... la France est très particulière par rapport à ça, on est parmi les pires. Je peux vous dire que j'ai fait des conférences en Belgique, quand je leur racontais ce que c'est que notre système médiatique, ils étaient fous. Ils disaient, mais chez nous, ce ne serait pas possible, quand même, à ce point-là. Donc voilà, tenir la rue, faire pression sur les médias, obtenir promouvoir les médias indépendants. On a des médias indépendants, on a plein de médias indépendants. Il faut les aider, il faut qu'ils prennent la main contre les Bolloré et ça. Et puis faire pression sur nos élus. Leur dire, voilà, il s'est passé une chose dramatique ces derniers jours. Hein. On espérait pouvoir faire sauter. Il faut bien savoir que l'Europe a accordé depuis des décennies à Israël la clause de l'État le plus privilégié, et donc les accords économiques, la dispense de toute une partie des choses qu'elle devrait payer, etc. Il y a un mouvement depuis 2 décennies pour essayer d'obtenir qu'on casse cet accord-là, d'autant plus que cet accord est explicitement indiqué, dans cet accord est explicitement indiqué que cela ne vaut que si les droits de l'homme sont respectés. Bon, il ne faut pas être clair pour savoir qu'actuellement, Israël ne respecte aucun des droits de l'homme, donc cet accord économique doit tomber. Eh bien, on a perdu. On a perdu récemment. Donc il faut faire monter ça. Il faut tenir nos élus comme responsables de leur vote. Il faut leur dire que voilà, ce qu'ils vont faire aux différentes assemblées, on va le savoir, on va le faire savoir. On est prêt à leur donner toutes les billes d'explication s'ils en ont besoin, mais ils doivent se comporter en défenseurs des droits. Voilà, la rue, les médias, les élus. Et on est le peuple, hein, on est la force. Je sais bien que quand je dis ça, ça paraît extrêmement abstrait, mais quand même. Un élément de réponse quand même. Enfin, c'est un peu une interrogation dans mon esprit, mais en tout cas un élément de réponse sur ce qu'il faudrait faire. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est un peu timide sur la comparaison ou le parallèle entre Israël, pas en tant qu'entité historique, mais l'État d'Israël actuellement et le Troisième Reich. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait arriver avoir le courage de dire, d'une part, que le gouvernement, la coalition qui est au gouvernement à Jérusalem, à Tel Aviv, pardon, contient des éléments plus confessionnels et plus racistes que tout ce qu'on trouve dans le Hamas. Ça, c'est une première chose. Mais d'autre part, que les pratiques que vous avez montrées sont les pratiques que pratiquait le Troisième Reich contre les Juifs en général, mais aussi contre l'ensemble de la population mondiale. Ça, je trouve qu'on est un peu timide là-dessus. Il ne faut pas avoir peur. Ça peut paraître risqué parce qu'effectivement, on peut nous attaquer sur cette assimilation, mais en même temps, ça nous permet de dire que nous sommes antisionistes, mais pas antisémites précisément, parce que la politique que mène Israël est nocive pour l'ensemble des Juifs de la planète.
D'abord, mon oubli de l'outil du boycott. Il est très important. Et on s'est battu des années là-dessus. Qu'est-ce que c'est que le boycott? C'est l'idée qu'un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme n'a pas sa place dans le concert des nations. Ce boycott a été utilisé avec grand succès en Afrique du Sud. Quand je dis qu'il a été utilisé avec grand succès, on a mis 30 ans quand même. Et boycotter, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bien sûr, ne pas acheter les produits. C'est-à-dire le boycott économique, qui n'est pas négligeable. Mais ce n'est pas comme ça qu'on mettra à genoux l'État d'Israël. Le boycott, il est le boycott de toutes les expressions de l'État israélien. C'est un boycott académique, c'est un boycott journalistique, c'est un boycott sportif, etc., etc. C'est-à-dire que cet État est un État voyou, il n'a pas sa place ici, et les gens qui le représentent, qui viennent entendre qu'il le représente, n'ont pas leur place ici. C'est très efficace. Pourquoi c'est très efficace? On n'a jamais vu un pays occupant reculer tant que son front intérieur est uni. Et à l'heure actuelle, le front intérieur est relativement uni. Alors, bien sûr, il y a des grandes manifestations contre Netanyahou. Netanyahou, tout le monde sait que c'est un bandit. Mais ceux qui sont avec lui et ceux qui attendent le pouvoir derrière, ils sont pires. Si possible est. Donc la question, elle n'est pas là. Elle n'est pas, il vaudrait mieux tel dirigeant que tel autre. Il n'y a pas de place dans le concert des nations pour l'État d'Israël, qui est un État voyou qui viole le droit international frontalement. Pointe à la ligne. Et donc, on ne veut pas de leurs équipes sportives, on ne veut pas de leurs chercheurs qui viennent en tant accord avec leurs universités de départ, etc., etc. Ça, c'est efficace. On n'a jamais vu un pays occupant lâcher l'affaire s'il ne souffre pas de l'occupation qu'il fait. Attention, je ne suis pas en train d'en appeler au sang. Il y a plein de manières de faire souffrir. Il y a eu la manière pour la France. Qu'est-ce qui fait que finalement la France a été à genoux? C'est bien sûr le courage du peuple algérien. C'est bien sûr le travail et la lutte du FLN. Mais c'est aussi que le front intérieur, il a craqué. Il a craqué comment? Il a craqué quand les gars du contingent ont commencé à rentrer en cercueil. Et là, la population française a dit, ce prix-là, on ne le paye pas. Et ça s'est joué en quelques années. En quelques années. En 59-60, vous aviez encore 80% de la population française qui était pour se battre là-bas jusqu'au dernier Félaga vivant. Et en 63, on signe les accords d'Évian. Parce qu'entre-temps, eh bien, le prix à payer a été terrible. Mais ce qui s'est passé pour l'Afrique du Sud est quelque part emblématique du fait que ce n'est pas qu'une question de sang. Le moment où ça a basculé, attention, il a fallu encore 10 ans de lutte, mais le moment où ça a basculé, ça a été grâce au boycott sportif. Quand enfin le comité olympique a dit qu'un pays qui ne pouvait pas supporter qu'un athlète blanc soit dans le même vestiaire qu'un athlète noir n'avait pas sa place aux Jeux olympiques. Le fait d'avoir été éliminé des Jeux olympiques, ça a été un coup de tonnerre. Parce qu'il faut bien voir, les Sud-Africains en particulier blancs, c'était des mâles de vrais. Et d'être attaqués par là, ça leur a fait très très mal. Et ça a été le début de la reconquête. Et du fait qu'il y a eu un front suffisamment fort, y compris parmi les Blancs sud-africains, pour qu'on en arrive au fait de dire, ben non, on ne peut pas maintenir l'apartheid. Voilà, donc le boycott, je regrette de l'avoir oublié et je remercie Max, c'est vraiment... Voilà. Après, je voudrais nuancer une partie de ce qu'a dit le précédent interlocuteur. Est-ce qu'on peut assimiler l'État d'Israël et le Troisième Reich ? Moi, je ne suis pas sûre que ça ait un sens. C'est-à-dire que quand on pense Troisième Reich, on pense à l'élimination industrielle, l'extermination des Juifs d'Europe de manière industrielle. On n'en est pas là.
Alors je ne suis pas en train de dire d'un ton d'iré, ça va, il y a encore de l'eau à courir. Hein. C'est pas ça que je veux dire. Je pense que les concepts qu'il faut manipuler sont des concepts plus généraux. L'État d'Israël, c'est un État suprémaciste, c'est un État colonial, c'est un État d'apartheid, et en ce sens, il doit être combattu comme tel. Après, c'est un État fasciste, et il faut le dire, et il ne faut pas avoir peur de la dénomination fasciste, d'autant plus que les idées brunes sont en train de gagner partout, et y compris chez nous. Donc oui, c'est un État fasciste, et la lutte contre les idées fascistes, les idées suprémacistes, elle est plus que jamais à l'ordre du jour. Donc voilà, après, dire que telle ou telle déclaration elle est copie conforme de telle ou telle déclaration de dignitaires du régime nazi, ça oui, il faut le dire. Mais l'assimilation, moi je ne l'utilise pas. Maintenant, chacun se bat sur les chemins qui lui paraissent les plus forts. C'est en route, hein. On a besoin de toutes les bonnes volontés pour faire ça, mais c'est en route. Je suis d'accord que c'est un des secteurs qu'il faut absolument renforcer. On a commencé à déposer des plaintes, etc., mais il faut absolument leur dire qu'ils n'auront pas la paix en revenant ici, ça c'est sûr. Je vais me permettre de répondre à l'intervenante de tout à l'heure, parce que ça me brûle aussi en fait, mais je pense que la résilience doit être mise en avant. C'est-à-dire que je comprends qu'on veuille des solutions pour libérer un peuple et les libérer de leur cage, mais je suis persuadée qu'en fait on a besoin de nous libérer de notre propre cage. Et je vais ouvrir la boîte de Pandore parce que personne n'est revenu dessus. Mais du coup, pourquoi autant de tension dans la salle quand le sujet du 7 octobre est abordé ? Il y a des sujets en fait auxquels qu'on a besoin de pouvoir aborder et discuter avant de pouvoir libérer physiquement des personnes ailleurs. Et chacun à son niveau agit. Je pense notamment à la flottille pour Gaza, qu'il faut rappeler. Voilà. Je voulais vous faire, mais ça devenait trop long, je voulais aussi vous faire une partie sur la flottille. La flottille, c'est un des exemples de lutte. C'est très compliqué, cette histoire des flottilles. Alors, je vous fais le résumé. Ça démarre en 2010. Et c'est lié à la très haute figure de Vittorio Arrigoni, qui est un très magnifique militant italien, qui est mort à Gaza, tué par des mains palestiniennes. Donc ça a été vraiment un drame absolu. Vittorio est le premier qui a réussi à arriver à Gaza par la mer. Il est même arrivé 2 fois avec des bateaux qui étaient tout petits. Et ça a donné un tel élan. L'idée était simple, hein. Vous nous empêchez d'arriver par la terre, et ben on arrivera par la mer, parce que à la mer, il y a un droit de la mer. Hein. Un bateau non armé a le droit au passage où il veut en eau internationale. En anglais, ça s'appelle Innocent Passage. Un bateau non armé peut aller comme il veut dans les eaux internationales, et en allant par les eaux internationales et en coupant droit sur les eaux de Gaza, on entre dans les eaux de personne, on doit pouvoir arriver à Gaza. C'était le raisonnement des flottilles, et la première grande flottille qui est rassemblée, elle est rassemblée en 2010. Elle comporte de très gros bateaux, dont un très grand bateau amiral, le Mavi Marmara, qui était un grand ferry turc avec des centaines de personnes à bord, hein, et des gens très très connus, prix Nobel, écrivains très connus. Et bien, Israël a attaqué en eau internationale. Les commandos sont arrivés en hélicoptère, ils sont descendus, on a plein de vidéos qui le montrent, hein. Ils sont descendus au bout de leur fil sur le pont supérieur, et de là ils ont arrosé les ponts inférieurs. Il y a eu 10 morts, énormément de blessés, et surtout un traumatisme terrible, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus fragile qu'un bateau non armé face à une armée, hein, sur l'eau quand même, pour se battre, difficile. Et donc la coalition internationale des flottilles s'est réunie, et ils ont pris une décision qui était hyper courageuse. Ils ont dit, bon,
Voilà, on voit bien le danger auquel on fait face, on voit bien le drame qui vient de se passer, mais tant que Gaza sera sous blocus, il y aura des bateaux qui vogueront vers Gaza. Et donc, entre 2010 et 2023, il y a eu toute une série de flottilles. Moi, j'étais sur celle 2018. Aucune d'entre elles, il n'y a plus eu de morts, mais aucune des flottilles n'est arrivée jusqu'à Gaza. Et en particulier, par exemple, pour nous, on était sur un bateau avec 25 personnes, qui s'appelait Al-Aouda, le retour. On a été arraisonnés en haute mer, enfin en eau internationale, de manière évidente. Ça en était même vexant, quoi. Ils auraient pu nous laisser approcher et dire « vous savez pas naviguer, vous êtes dans nos eaux, on vous prend ». Pas du tout. La Méditerranée leur appartient. Et personne ne proteste. Quand je dis personne ne proteste, anecdote, donc on est récupéré, on est mis en prison, on est relâché, ou plus exactement expulsé au bout de 72 heures, parce que ça se passe un peu comme en France. Ils ont un système qui est le même que la police aux frontières, qui a des droits supplémentaires pendant 72 heures. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent sans rendre compte. Je crois qu'ils savent de toute façon que leur justice est complètement à leur botte, mais ils préféraient ne pas nous mettre devant la justice, donc au bout de 72 heures, ils nous expulsent. Le truc marrant, c'est qu'ils nous emprisonnent sous l'accusation entrée illégale sur le territoire. Bon. On leur a expliqué qu'on ne voulait pas du tout aller là, mais bon. Donc, dans le temps où on est emprisonné, les consuls des différents pays passent pour voir leur... le mien, il ne passait pas. Bon. Puis finalement, presque à la fin, on m'annonce que le consul adjoint vient. Alors, je sors donc de ma cellule et je l'accueille avec enthousiasme. Ah, c'est bien que vous soyez là. Le mec se rengorge là. Mais bien sûr, c'est normal, madame. Les ressortissants français, on doit les défendre. Alors, est-ce que vous allez bien? Alors, je dis, mais c'est pas du tout ça. Que va faire la France contre cet acte de piraterie? Ah non, non, madame, je ne suis pas là pour ça, je ne suis pas là pour ça. Voilà. Donc, les flottilles, c'était un gros engagement, du danger, de l'argent, et on n'arrivait à rien. Arrive l'été dernier, et là, l'idée a été, on va quand même réessayer, mais avec plus de bateaux, et un événement très particulier a eu lieu, c'est qu'un des bateaux s'est appelé Madeleine, du nom de la première femme pêchereuse. Si vous me réinvitez, je vous montrerai un film avec cette jeune fille indomptable qui a, à la force du poignet, gagné le droit d'être pêcheur dans ce monde si masculin. Donc Madeleine, et sur Madeleine, il y avait des gens très connus, Greta Thunberg, il y avait Rima Hassan, enfin... Bon, le Madeleine est quand même à raisonner. Ça laisse un froid terrible et un mouvement est né qui dit « vous nous en avez attrapé une de Madeleine, on va vous en envoyer 1000 ». C'est-à-dire on va faire des flottilles avec beaucoup de bateaux. Finalement, il y a eu à l'été, on voguait les 1000 Madeleines et on voguait la Global Sumud, c'est la même idée, hein, une autre flottille de la liberté. Aucune n'est arrivée, même s'ils sont arrivés très près. Et l'idée était que ce printemps, on allait recommencer avec cette fois-ci 100 bateaux sur l'eau. On n'y arrivera pas, probablement, parce que la guerre fait peur, et à juste titre. Donc on va arriver à un nombre de bateaux plus petits. Ils sont pour l'instant dans le sud de l'Europe et ils se posent la question, est-ce qu'on va aller, est-ce qu'on ne va pas aller? Mais une chose est sûre, c'est que le jour où ils décident d'aller, leur sécurité sur mer, elle va dépendre entièrement de nous. C'est-à-dire qu'eux ne peuvent pas se défendre. Si la marine israélienne veut les couler, elle les coule. Il n'y a rien à dire. La seule chose qui peut l'empêcher, c'est qu'on sache qu'en France, on est des centaines de milliers qui savent où ils sont et qui ne veulent pas laisser faire. Donc voilà, les flottilles, c'est un bel exemple du fait qu'il y a ceux qui sont en première ligne et puis il y a nous tous à terre qui sont en fait la force essentielle pour empêcher. Voilà. Question absolument fondamentale. La question est celle des prisonniers.
Et le nom qui a été donné, c'est Abou Safia, qui est ce directeur de l'hôpital Al-Shifa, tellement courageux, qui s'est battu jusqu'à la fin, qui a refusé de partir et qui est en prison et torturé. On a les preuves qu'il est torturé depuis maintenant un an, non ? Ouais. Et l'un des dirigeants, je ne sais plus lequel, je crois que c'est Smotrich, a parlé d'Abou Safia en disant « c'est un colonel du Hamas ». Non, c'est un médecin. C'est le médecin-chef de l'hôpital et il n'a pas voulu abandonner son hôpital. La question des prisonniers, elle est complètement essentielle. Quand on dit mais pourquoi les Palestiniens continuent à se battre, ils continuent à se battre parce qu'il n'y a pas de famille qui n'ont pas dans leur famille un prisonnier. Il y a eu autant il y a probablement la moitié des familles palestiniennes ont eu ou ont quelqu'un d'emprisonné. Et cette utilisation de la prison de manière totalement éhontée, c'est-à-dire qu'une petite partie est jugée, mais l'écrasante, enfin une bonne proportion, sont ce qu'on appelle les détentions administratives, c'est-à-dire qu'on te met en prison, mais tu n'es pas jugé, donc on n'est pas obligé de te dire pourquoi on te met en prison. Par contre, on peut reprendre tous les 6 mois ta condamnation et tu ne verras jamais un avocat. Et cette chose-là, elle avait été inventée pas par l'occupant actuel, par l'occupant d'avant, par les Anglais. C'est une loi anglaise. Qui est toujours en état. Donc la question des prisonniers, elle est première et il faut bien voir que la férocité de l'enfermement, qui a toujours été vrai, parce qu'ils enferment y compris des enfants jeunes. La férocité a gagné d'un cran dans les 2 dernières années. La torture est systématique. Il y a des centaines de prisonniers morts. On ne rend pas les corps, suivant une loi qui est complètement ubuesque, que si quelqu'un a été jugé et qu'il meurt avant d'avoir fini sa peine, on garde le corps jusqu'à qu'il ait fini sa peine. Enfin, des choses inimaginables. Donc, aller sur... on va faire ça, y compris avec toutes les autres associations, la FPS, etc. Mais il y a eu quand même, au moment du cessez-le-feu en octobre de l'année dernière, il y a eu échange de prisonniers. Donc on a actuellement au Caire, quelques-uns à Gaza, beaucoup au Caire, des gens qui sont sortis et qui racontent ce qu'ils ont vécu. Et ça, il faut absolument le répercuter et le répercuter. On est face à alors ça va tout à fait dans le sens des intervenants, on est face à une barbarie institutionnelle inimaginable. Parce qu'on va continuer à vous dire que les USA, Israël, tout ça, c'est des démocraties. Non, quand tu tortures à mort un prisonnier, à qui tu n'as même pas expliqué pourquoi tu l'as mis en prison, on est quoi ? C'est quoi ça ? Donc la question des prisonniers, elle est première. La haute image d'Abou Safia, c'est très important de ne pas l'oublier. Et puis il y a les prisonniers emblématiques, dont Marwan Bambarghouti, dont on peut penser qu'ils sont en train de le tuer, en fait. Il va très mal. Non, mais 30 secondes pour dire que je me suis certainement mal exprimé. En tout cas, j'ai manqué une précaution avant de parler du Troisième Reich. C'est simplement que c'était Shoah exclu. C'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre que le Troisième Reich, il a existé bien avant la solution finale, qu'il a commencé par exterminer les communistes et les opposants, et que de ce point de vue-là, oui, et puis après, ensuite, évidemment, une théorie raciale qui ne visait pas particulièrement les Juifs, mais en tout cas, que avant 41-42, la solution finale, la conférence de Wannsee, le Troisième Reich existait déjà, et que là, pour le coup, on peut vraiment comparer la politique d'Israël, mais aussi la politique de Trump à la... Attends. Non, je termine, je veux juste préciser que quand je parle du Troisième Reich, je parle... Quand je parle du Troisième Reich, je parle d'une puissance qui a foutu un bordel absolument épouvantable en Europe et dans le monde, et qu'à une échelle
qu'à une échelle réduite, ce qu'est en train de faire Israël au Moyen-Orient, ça n'a rien d'étranger à ce que faisait le Troisième Reich en Europe et ensuite dans le monde. Non, tranquillement, parlez. Alors, je vous remercie pour votre intervention. Et à mon sens, c'est plutôt la barbarie, c'est le mot barbarie qu'on devrait ressortir. Les comparaisons Troisième Reich, etc., ça ne nous intéresse pas. Ici, on est là pour poser des questions, pas pour faire ses élucubrations. Voilà, je dirais c'est là-dessus. Ma question est plutôt la suivante. Je dirais, je suis avocat, je suis plutôt d'un milieu bourgeois, et je ne connaissais rien aux Palestiniens. Et je dirais, depuis le début novembre 2023, je ne dormais plus. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et donc, j'ai découvert un autre monde, un nouveau monde. Donc, je me suis inscrit à l'UJFP, etc. Et j'ai découvert la barbarie. La barbarie, et je dirais l'absence d'humanité, mais aussi de nos gouvernants. Voilà. Ma question est la suivante. Alors, je suis peut-être un petit peu pessimiste. Hein. Moi, je me bats, je vais aux manifestations partout, etc. Et je vous suis. Hein. Mais la question est la suivante. Quand on entend ce qu'on entend, et on parle seulement aujourd'hui de désarmer le Hamas, de désarmer le Hezbollah, de désarmer, je dirais, l'axe de la résistance, hein, si je me permets ça. Voilà. Mais j'entends pas que de nos gouvernants, même de l'Europe, un moindre frémissement pour arrêter cette barbarie. L'Espagne. Nous sommes d'accord. L'Irlande. Et l'Irlande. Voilà. Donc je voulais savoir, voilà, quel est votre sentiment? Alors, merci pour votre question. J'insiste juste sur un truc, et jusqu'ici, ça marchait très bien. Les opinions des autres, on pense souvent que c'est des élucubrations, alors que nos opinions sont des opinions. Non, les opinions de tout le monde sont des opinions. On peut être en désaccord, mais voilà. Le mot élucubration est bien mal utilisé ici. Alors, quand vous dites « on parle de désarmer ceci ou cela », toute la question qui est « qu'est-ce que c'est que le « on » ? Et ce que montre très joliment, à mon avis, la première vidéo de l'UJFP qu'on vous a montrée, c'est que ce qui se joue actuellement dans la Palestine, c'est quelque chose qui concerne le monde entier, parce que ce qui se joue, c'est l'idée, quel est le monde qu'on veut construire? Est-ce que c'est un monde dans lequel le suprémacisme est roi, c'est-à-dire certains ont plus de droits que d'autres, ou est-ce que c'est un monde dans lequel on arrive à vivre avec l'idée égalité des droits? Ça se joue. Alors personnellement, moi je ne reprends pas comme une... Pour moi, le mot barbarie, il est tellement souple. Oui, bien sûr, c'est de la barbarie. Le pays le plus barbare que je connaisse, c'est le mien. Rappelez-vous Madagascar. Rappelez-vous la façon dont la France s'est battue pour maintenir ses colonies. Hein? Qui a inventé d'emmener son prisonnier par avion ou hélicoptère et puis de le jeter par la fenêtre et qui s'écrase en bas? Hein, on a fait ça sur les Algériens. C'est la France. Donc le mot barbarie, il recouvre... je crois qu'il ne peut pas être attaché à tel ou tel pays. Il est attaché à tel ou tel régime. La France a été un régime colonial particulièrement féroce. Hein? Est-ce qu'on enseigne aux petits Français que les 30 premières années de la conquête algérienne, la France a tué la moitié de la population? Vous n'entendez jamais parler de ça. Est-ce qu'on apprend aux petits Français que le pourcentage d'enfants scolarisés, maîtrisant l'arabe et étant capable d'écrire, était plus important, l'arabe était plus important au moment où la France arrive en Algérie qu'au moment où elle part. Voilà, donc ce sont des modes de gestion du lien social qui peuvent être caractérisés comme barbares. Et actuellement, ce qui est devant nous, c'est effectivement la lutte contre le suprémacisme blanc,
Il se trouve qu'il est blanc. Hein. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent que c'est essentiel et que tous les blancs sont comme ci ou comme ça. Ça n'a rien à voir. Hein. Mais ce suprémacisme européen et des USA, il est en train de se montrer pour ce qu'il est, c'est-à-dire prêt à détruire la planète, quand même, hein, prêt à détruire les populations jugées dangereuses pour maintenir cet autre profit. C'est contre ça qu'on se bat, en réalité. Et c'est contre ça qu'il faut se battre. Et face à ça, la réponse, elle est effectivement, pour moi, une réponse invariablement de l'égalité. La chose la plus importante, c'est de dire que sur Terre, il n'y a que des gens égaux et qu'on ne peut bâtir un lien social et un lien international qui ait un sens que dans l'égalité des droits. C'est pour ça que nous, à l'UGFP, on se promène avec une banderole qui dit de la mer au Jourdain, égalité des droits, pour tout le monde. Je voulais savoir, qu'en était-il du rétablissement de la peine de mort pour les Palestiniens ? C'est un exemple à la fois terrifiant et tellement pur. Hein. Il a été voté, bien sûr, ils l'ont voté. Alors pour l'instant... Ils préfèrent tuer leurs prisonniers dans le silence et les culs de basse-fosse, mais on est bien tranquille qu'ils le sortiront dès qu'ils sentent qu'ils peuvent se permettre. C'est dans nos mains. C'est un bel exemple que c'est dans nos mains. On peut dire à un moment donné, on ne laissera pas faire. Ça veut dire que si on apprenait que ça a lieu, il faudrait à ce moment-là descendre tous dans la rue, aller entourer nos préfectures, aller entourer... Voilà, c'est dans nos mains. S'ils peuvent le faire, ils le feront. Et la seule réponse à ça, c'est la force des sociétés civiles. On est vraiment à cette question-là. Et moi, je crois qu'on va y arriver. On ne peut croire il faut croire qu'on va y arriver. On peut. Parce que qu'est-ce qu'ils ont pour eux? Le mensonge, la force de l'argent et la force des armes. Mais nous, on a le nombre, on a la morale et on a la connaissance de notre histoire, de l'histoire du monde. On peut gagner. Ah, micro, d'accord, oui, ok. Voilà, il m'échoit donc le triste rôle de mettre fin à cet échange. Les gens commencent à partir. Il nous reste à remercier donc la personne qui est venue ce soir. On la réinvitera, d'accord? Voilà. Merci pour elle. Je vous rappelle qu'à la sortie, vous pouvez toujours faire quelques emplettes, à savoir de l'huile, du savon, de la pelouse, des choses comme ceci, qui a également différents bouquins, des salades d'Empédocle sur la Palestine, etc. Enfin, le fond de la salle est occupé par des stands intéressants. Bonne soirée. Et je rajoute que si vous voulez en savoir plus sur le travail de l'équipe UGFP à Gaza, qui sont, je le rappelle, des Gazaouis, vous avez un livre qui raconte les 2 premières années de lutte sous génocide.